Mais rappelez-vous Rudy, la Féfé, la Villa, la Bugatti, le display set de base Pokémon. Faut les financer tout ça. Sauf que là, son robinet d'argent infini, ça marche plus. Il se retrouve donc à faire des crédits à droite à gauche pour rembourser les bouteilles quand on lui demande. Et les gars, là on parle pas de petites dettes. Ses créanciers lui demandent 11 millions de dollars. Gros coup dur donc pour Rudy qui doit faire de plus en plus d'argent de plus en plus vite. Et pour ça, il va y aller au culot. C'est parti pour vendre des bouteilles encore plus rares et encore plus chères. Parmi lesquelles vous trouverez des bouteilles du domaine Ponceau datant de 1945 à 1971. Un lot donc qui pourrait partir à plus d'1 million de dollars s'il trouve preneur. D'autant plus que toutes les bouteilles ont une appellation Grand Cru Clos Saint-Denis et ça impressionne vraiment beaucoup de monde. Et malgré les rumeurs naissantes autour de Rudy, le lot est tellement exceptionnel que beaucoup sont prêts à craquer le portefeuille. Mais savez-vous qui n'est pas impressionné par ce lot? My Frenchie, Laurent Ponceau. C'est un des boss de la maison Ponceau. Lui, c'est très bien que cette fameuse appellation qui fait tant rêver, Clos Saint-Denis, il l'a jamais commercialisée avant 1982. Avant cette date, c'est simple, ils avaient même pas les vignes nécessaires pour fabriquer ce vin. Donc la bouteille de 1945 là, elle est sûrement top, hein, mais c'est un bon gros fake. Désolé Rudy, t'es encore grillé. Et là où c'est génial, c'est que Laurent, c'est un putain de crack. Laurent, ça devient inspecteur gadget. Il va pas s'arrêter là. Hop là, gogo gadget à l'avion, Laurent se rend directement à New York dans la salle d'enchères. Et malheureusement, les preuves, elles continuent à s'accumuler, y compris en public. Par exemple, en 2007, il y a une enchère qui est organisée par Christie's, donc un vrai gros truc d'enchère très connu. Et le lot de Rudy, des Magnum Château Le Pin, est retiré en urgence en last minute. Et c'est le château lui-même qui a sonné l'alarme en voyant le catalogue de l'enchère, parce que les étiquettes des bouteilles collaient pas avec les vraies. Aïe aïe aïe, je croyais que t'étais un expert Rudy. Alors c'est pas flagrant, c'est des petits détails. Une faute d'orthographe à un mot écrit en minuscule, une impression pas tout à fait au bon endroit, mais en tout cas ça suffit à confirmer que c'est bel et bien des fausses bouteilles. Alors comment est Rudy face à tout ça? Mais il est pas du tout inquiet. Il sait que dans ce milieu, se faire douiller, ça arrive. Et du coup, il sait que les gens vont pas remettre la faute directement sur lui, mais sur des vendeurs qui ont dû le berner. Pour le moment, il se justifie en accusant la malchance. Et c'est vrai, même si c'est un boss, il peut pas éviter toutes les douilles, ce pauvre Rudy. Quel chien. Le problème, c'est que les preuves continuent de pleuvoir, vraiment. Et le directeur d'une autre grosse maison d'enchères se prend une clim en se penchant sur son cas. Il voit que Rudy a vendu 8 Magnum Lafleur de 1947 dans une enchère précédente, sauf que la maison en a produit que 5 dans le monde entier. Enfin bon, là aussi, il a dû se faire berner, Rudy. Putain, oh là là, c'est vraiment pas de chance. C'est dingue tous ces scammers qui naissent dans le milieu, là. Prends soin de toi, Rudy, fais attention. Sauf que là, il y a tellement de preuves que ça va créer un petit mouvement de panique. On parle de bouteilles qui se vendent à des prix exorbitants, donc il y a de plus en plus de clients qui ont peur de cette fait douiller, qui vont commencer à mener des enquêtes de leur côté, et beaucoup d'entre eux vont demander aux maisons d'enchères de les rembourser. Et ces maisons de vente, comme leur réputation est en jeu, elles hésitent pas, elles remboursent les clients sans broncher, avant de se tourner vers Rudy pour exiger un remboursement de sa part. Pas de bol, Bill vient justement de remarquer qu'il a plusieurs bouteilles bidons dans sa cave. Et pour mesurer l'ampleur de la douille, il engage des enquêteurs pour estimer l'ampleur des dégâts dans toute sa cave. Et les enquêteurs, ils déconnent pas, ils sont hyper solides. Ils envoient plein de bouteilles dans des labos spécialisés pour les examiner en détail. Et ils vont même aller jusqu'à se rendre chez les producteurs français avec leurs bouteilles pour les faire étudier par leurs vignerons. Et parmi toutes les bouteilles qui s'avèrent être des gros fakes, beaucoup viennent de Rudy. Avec un tel succès, Rudy empoche un pactole de plusieurs dizaines de millions de dollars. Lui qui était personne dans ce milieu il y a quelques années vient juste de marquer à jamais l'histoire du vin. Et il aime bien le montrer. Déjà de base, il aimait bien flamber avec ses bouteilles là aux soirées. Maintenant, il aime bien flamber tout court. Il achète des fringues de luxe, des Ferrari, une Bugatti et une maison à Bel Air pour 8 millions de dollars. Hop là, un coup il fait une soirée avec Will Smith, un coup il fait une soirée avec Jackie Chan. D'ailleurs, anecdote, Jackie Chan à la fin d'une des soirées de Rudy se serait levé en criant « Rudy, t'es le meilleur » avec une bouteille de Château Pétrus à la main. Bah Alicia, c'est pas au point encore. Bon, ça fait beaucoup là. Il commence enfin à y avoir quelques doutes sur lui. Il vit vin, il dort vin, il pense qu'à ça. Et il va même avoir le droit à un petit pseudo, Dr Conti, en l'honneur de ses bouteilles de vin préférées, les Romanée Conti. Mais il y a un truc cloche quand même avec Rudy, et les gens le remarquent un peu, c'est qu'il est toujours super évasif sur son passé. Il raconte à tout le monde l'histoire des plateformes pétrolières ou de l'import des bières, et des millions que sa famille lui envoie tous les mois, mais rien de plus. Et ses amis là, il l'invite très régulièrement chez eux pour faire des dîners, mais lui il invite jamais personne en retour. Personne ne sait où il habite ou même ce qu'il fait en dehors de ses dîners dégustation de vin. Et parmi tous ces gens et amis qui gravitent autour de lui, il y en a un qui va être assez décisif dans son parcours. John Capone. C'est un gars bien installé qui possède une boutique de vin à New York. D'ailleurs, la légende veut que lui et Rudy vont se mettre une caisse 4 jours d'affilée dans un restaurant huppé, tellement ils s'entendent bien. Et évidemment, la cuite se fait à base de reins hyper rares et l'addition serait montée à 250 000 $. On est dans ce délire-là de prix. Et qui réglera cette addition pour flex énormément? Rudy. Et il flex d'autant plus qu'en réglant avec sa carte Revolut, non seulement il paie sans frais à l'étranger, mais en plus il a accès à des taux de change ultra compétitifs. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Je m'améliore, je crois. Revolut est le partenaire de cette vidéo. Vous connaissez déjà sûrement, c'est une banque en ligne qui te permet d'avoir un compte bancaire gratuitement et en moins de 5 minutes. Il y a déjà plus de 50 millions de clients dans le monde et c'est l'application bancaire la plus téléchargée en France, rien que ça. Vous avez le choix entre une carte gratuite standard ou une carte en métal gold comme ça, ou rose, gris, noir, bref, vous choisissez ce que vous voulez. Et vous pouvez la personnaliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez télécharger l'application via mon lien en description et obtenir 20 € de bonus d'inscription. Et une personne parmi les inscrites sera tirée au sort et remportera 5 000 €. Niveau avantage, dès que vous faites des achats avec cette carte, vous cumulez des points que vous
pouvez derrière transformer en miles auprès de plus de 30 compagnies aériennes différentes. Pour ceux qui aiment épargner, il y a ce qu'il faut sur Revolut, vous pouvez mettre votre argent sur un compte épargne et toucher des intérêts tous les jours. Et si vous changez d'avis, vous pouvez le retirer instantanément en un clic. Je rappelle que créer un compte c'est gratuit et qu'il n'y a aucune obligation de l'utiliser une fois qu'il est créé. Merci à Revolut d'avoir sponsorisé la vidéo et revenons à ce bon vieux Rudy qui aime tant régler des additions. Et comme il a raflé tous les stocks, il peut les revendre au prix fort. Il contrôle le marché un peu en quelque sorte. Il s'associe donc avec son pote John Capone et ils vont ensemble mettre au point 2 grosses ventes aux enchères en 2006. Et ça va avoir un énorme succès. Sa réputation le précède, tout le monde sait qu'acheter des lots à Rudy, c'est la certitude de mettre la main sur des pièces rarissimes et de bonne qualité. PDG, grand collectionneur, tout le monde veut pouvoir ramener des pièces signées Rudy dans sa cave. Il y a donc plusieurs milliers de bouteilles rares qui sont mises en vente. Plusieurs milliers. Et ça part comme des petits pains. 10 millions de dollars lors de la première séance, 25 millions de dollars lors de la deuxième. C'est des sommes énormes à tel point que c'est un record mondial. Aucune enchère de vin n'avait jamais atteint de tels montants. John et Rudy viennent de tout péter. En vrai, c'est pas totalement chelou, c'est un truc qui peut se faire quand on passe une excellente soirée et qu'on a bu un incroyable vin, on veut garder la bouteille en souvenir, histoire de marquer le coup, mais quand ça devient systématique, c'est quand même bizarre. Quand les gens l'apprennent et qu'ils lui font remarquer, il explique qu'il veut juste faire son propre musée dans son garage. Ok Rudy, amuse-toi bien avec tes bouteilles vides. Donc tu continues de ramener des pleines. En tout cas, si Rudy il a toujours de belles bouteilles, c'est parce qu'il écume toutes les enchères du pays. Il achète constamment les lots les plus chers, les plus rares et il laisse jamais passer une occasion. Il faut savoir que quand Rudy il lève la main pour un lot, il continuera de la lever jusqu'à l'obtenir, quitte à lâcher plus d'1 million de dollars par mois dans des enchères de vin selon l'année. Forcément, avec autant d'achats, il se met à constituer un véritable trésor de guerre chez lui, au point où certains commencent à le considérer comme l'homme ayant la plus belle cave au monde, alors que quelques années seulement auparavant, il y connaissait que dalle. Alors Rudy, il pourrait se contenter de tout ça. Ça y est, il a dominé le game, tout le monde le connaît, il a accès aux meilleurs plans de tout le pays, mais non. Rudy, il a pas atteint sa forme finale. Parce que maintenant qu'il a des bouteilles super rares, lui aussi, il a envie de se faire un bon gros billet. Il fait pas ça pour rien, il est malin, il fait ça parce qu'il a bien compris que les dîners organisés par John Capone sont avant tout un gros concours de beats. Qui amène les plus belles bouteilles? Qui va payer l'addition? C'est des maxi prouveurs et Rudy il a bien compris ça et veut donc gagner le concours, mais pas à une soirée, à toutes les soirées. Il vient donc à ces dîners avec toujours plus de bouteilles rares et il règle le plus souvent possible l'addition histoire d'impressionner au maximum. Et il y a un petit détail que certains remarquent, c'est qu'à la fin de chaque dîner, il demande toujours au staff de lui donner les bouteilles vides. Et comme il est malin, il leur demande pas de lui donner en main propre, il leur demande de lui envoyer par la poste plus tard. Après chaque soirée, il reçoit donc des dizaines de bouteilles vides qu'il stocke chez lui. Et s'il était pas ouf à l'école, en tout cas en ce qui concerne le vin, ça devient un étudiant exemplaire. Il pose des questions à tout le monde, il veut tout savoir à propos du vin, les cépages, l'état des marchés, comment faire pour reconnaître des bonnes bouteilles, comprendre les appellations, bref, ça devient carrément plus qu'une passion, c'est une obsession là. Les gens commencent à l'apprécier, les infos font le tour des soirées mondaines, apparemment ce mec-là a toujours du bon vin avec lui et des super bouteilles, et donc il commence à fréquenter du monde. Des types comme Matt Lichtenberg, le manager de Will Ferrell, immense star à l'époque, et toujours aujourd'hui en vrai. Et l'avantage de côtoyer ces gens-là, c'est que les dîners forcément, ils montent vite en gamme. Il y a de plus en plus de bouteilles prestigieuses au dîner, et ça régale Rudy qui peut donc découvrir de plus en plus de vins. Goût, aspect, après chaque dîner mondain en rentrant chez lui, il note tout sur un carnet. De doux nectar, aux saveurs à la fois parfumées et amères et intenses, j'y connais rien en vin. Et Rudy, il y connaît rien non plus, sauf que ça l'intéresse à mort. Il y va à fond. Il s'intéresse d'abord aux vins californiens avant de passer aux vins de Bourgogne. Et les vins de Bourgogne, ils ont la cote aux US dans les années 2000. Tout le monde en parle. Il y a même des soirées dégustation qui s'organisent à droite à gauche. Et ces soirées, ça devient le repère de Rudy. Il en rate pas une et il tente de s'incruster un peu partout dès qu'il peut. Et vu qu'il a pas mal d'argent, il ramène toujours de belles bouteilles, ce qui le rend très vite, vous vous en doutez, populaire. Notamment le rêve américain. Burger. Il s'inscrit donc à la California State University juste pour choper un visa étudiant, mais là encore, on n'a pas beaucoup d'infos sur lui. On sait qu'apparemment les études ça s'est pas trop bien passé, on sait qu'il a bossé dans un magasin de golf aussi, et pourtant lui qui manque de rien financièrement, il va soudainement, après 2 ans passés sur le sol californien, demander l'asile politique. Sauf que Rudy, il a aucune raison de choper ce statut qui te permet de rester aux États-Unis parce que t'es menacé chez toi, en Indonésie. Il risque rien chez lui, Rudy, c'est juste un mytho qui aimerait rester aux États-Unis sans visa et sans avoir à poursuivre ses études. Bon, en tout cas, c'est raté, les US lui mettent un énorme stop. Mais vu que c'est un grand garçon, il lui demande de bien vouloir quitter le pays tout seul, histoire d'éviter une longue procédure judiciaire emmerdante pour tout le monde. Et Rudy, qui est quand même bien élevé, il dit « Ok, je pars ». Il part pas. Il part pas et à partir des années 2000, il reste en complète illégalité sur le sol américain. Et le plus drôle, c'est qu'il tente même pas de se faire discret ou quoi. Il en a rien à foutre. Parce que c'est justement pile à ce moment-là qu'on va en apprendre plus sur lui et sa nouvelle passion, le vin. Il viendrait d'une famille indonésienne extrêmement riche qui posséderait des plateformes de pétrole offshore. Enfin ça c'est l'histoire une fois sur deux. Parce que parfois il raconte que sa famille a fait fortune avec l'import de bière en Asie du Sud-Est. Tsingtao, j'ai la ref. Bon, à vous de choisir votre scénario préféré. Moi j'aime bien le pétrole offshore là. Mais en plus d'être une famille fortunée, c'est une famille soudée comme jamais. Et donc ils sont tellement proches les uns les autres et tellement riches qu'ils n'hésitent pas à aider notre bon vieux Rudy en lui donnant de l'argent de poche. 1 million de dollars par mois.
1 million! Alors oui, c'est un escroc qui ment sur son passé, mais pour le coup, cette info, elle est en partie vraie. Rudy a vraiment énormément d'argent quand il commence cette histoire, cette escroquerie, mais cet argent, on sait pas trop d'où il vient. Apparemment de sa famille, mais qu'est-ce qu'ils font? On saura jamais. Bref, en tout cas, avec ce petit pactole qu'il a à disposition, il voit la vie en grand et il a des rêves. Au début de l'histoire, on sait juste qu'il est né en 1976 à Jakarta, en Indonésie. Et on a quand même son vrai prénom, Chen Wang Huang. C'est son père qui l'a renommé Rudy parce qu'à l'époque, c'était mal vu d'avoir un nom d'origine chinoise en Indonésie. Et d'ailleurs, en parlant de ce pseudonyme, Rudy, il est pas allé chercher très loin le daron. Il a allumé sa télé, il est tombé sur un match de badminton dans lequel il y avait un joueur indonésien qui s'appelait Rudy Kurniawan et il lui a tout simplement volé les deux. Oui, il a copié le prénom mais aussi le nom de famille. C'est presque une tentative de vol de vie là directement. Mais mis à part ça, tout reste un peu flou sur son passé. Je vais donc vous donner la version de Rudy qu'il a tant adoré raconter par la suite. C'est un certain vigneron français qu'il fallait pas faire chier, un certain vigneron à la hargne inégalable qui s'est mis en tête de le dégommer et de faire tomber son empire. Vu qu'on va parler de vin tout au long de la vidéo, je me dois de vous préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, même quand c'est des fausses bouteilles et que vous êtes fait baiser. Voilà, ça change rien sur le côté alcool. Bon, d'habitude, je vous parle toujours de l'enfance des escrocs, d'où ils viennent, ce qu'ils aiment, histoire de mieux les cerner. Mais comme à chaque fois qu'on parle d'escrocs redoutables, c'est dur de retrouver des traces de leur enfance et Rudy n'échappe pas à la règle. Le type est allé tellement loin dans l'escroquerie et dans le fait de s'inventer une vie qu'on sait quasiment rien sur son passé. Il a toujours menti aux personnes qu'il côtoyait et même au moment où je vous parle, la police n'a pas réussi à tout découvrir sur lui, c'est vous dire. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Rudy, avant de se lancer là-dedans, il avait presque aucune expérience dans ce milieu. Et pourtant, pendant des années, il a dupé et trahi des spécialistes qui n'ont jamais rien suspecté. Et ce qui l'a fait tomber, parce que oui, il a fini par tomber. Ça fait longtemps qu'on s'est pas envoyé une petite vidéo histoire et aujourd'hui je vais encore vous parler d'un escroc. Faites pas la gueule, il est exceptionnel. Celui-là, il est vraiment hors catégorie, vraiment il a dupé tout un milieu et attention, il a mis à mal des vignerons français. Comment a-t-il pu oser? Ce mec c'est Rudy Kurniawan et il est considéré comme le plus grand, ni plus ni moins, faussaire de vin au monde.